Bonjour, nouvelle vidéo concernant les xénobiotiques. Donc c'est la fin du chapitre sur le milieu intérieur. Un xénobiotique, on a la racine xéno qui veut dire étranger. Donc c'est une substance qui est étrangère à notre organisme et qui va pénétrer dans notre organisme de différentes façons. Excusez-moi. Cette substance peut être toxique, même à très faible concentration. Donc peut être très dangereuse et il va falloir l'éliminer. Elle peut, on le verra, être transformée ou non, et on va pouvoir l'éliminer, mais certaines substances, des fois, se concentrent dans des organes. Donc c'est quelque chose qui peut être très problématique, hein. Ça peut être vraiment le cas de ce qu'on appelle d'un poison. Donc ce sont des substances variées qui peuvent être soit toxiques ou avoir un effet bénéfique. Ça peut être le cas d'un antibiotique qui est à la base un effet bénéfique. Donc les médicaments, la plupart des médicaments sont des médicaments de synthèse, donc qui vont avoir un effet bénéfique, mais il va falloir les éliminer parce que ça peut entraîner des effets secondaires indésirables, ce qu'on appelle des effets iatrogènes d'ailleurs. Il peut y avoir des polluants qui sont atmosphériques ou dans les aliments, les colorants, les emballages, des pesticides. Quand vous pouvez manger des végétaux qui ont été en contact avec beaucoup de pesticides, il y a un effet accumulation de ces pesticides dans l'organisme. Donc ça peut être toxique. Les conséquences d'un xénobiotique, alors la plupart du temps, ça va attaquer plusieurs molécules comme des lipides, des acides nucléiques, des protéines. Soit les xénobiotiques agissent directement sur les cellules des organes cibles, donc c'est une toxicité directe, soit ils sont toxiques de façon indirecte, c'est-à-dire après transformation, une toxicité indirecte, et la transformation, la plupart du temps, elle a lieu par le foie. Ça peut entraîner des allergies, ça peut entraîner des cancers, ça va être le cas des goudrons, qui sont des substances toxiques dans la fumée du tabac, qui vont à un moment transformer des cellules bronchiques. Ça peut entraîner des malformations. Il y a eu des médicaments qui étaient trop toxiques, qui, utilisés chez la femme enceinte, entraînaient des malformations chez ou l'embryon ou le fœtus. Ça peut entraîner des inflammations, des hépatites, des néphrites, parce que ces organes-là vont transformer ou éliminer ces produits toxiques. Et ils peuvent être en même temps, dans leur travail d'élimination et de transformation, être abîmés, si je peux dire comme ça, par ces molécules toxiques. Ces molécules peuvent être à l'origine de deux types d'intoxication, soit aiguë, donc très forte, très vive, mais c'est court, très courte durée, 24 heures. Et on va avoir les signes d'intoxication qui apparaissent rapidement. Au bout de 24 heures, soit ça empire et s'entraîne la mort, ou on va vers la guérison. Ça peut être un venin de serpent extrêmement toxique qui peut entraîner la mort tout de suite. C'est le cas du coma éthylique, une consommation massive d'alcool qui va entraîner donc très rapidement, qui peut entraîner qui peut entraîner la mort. Une intoxication chronique, elle est répétée, ça peut être des petites doses pendant longtemps. Quelqu'un qui boit une eau contaminée avec du plomb, par exemple, qui cause une maladie qu'on appelle le saturnisme, dans des immeubles vétustes. Alors on trouve de moins en moins cela en France, mais ça peut être le cas dans des pays moins développés. Euh, les toxiques vont se cumuler dans l'organisme, on appelle ça l'effet cumulatif, et au bout d'un seuil, il va y avoir des pathologies qui vont se développer. L'absorption chronique d'alcool, quelqu'un qui boit de l'alcool en petite dose, mais tous les jours, ou en dose moyenne tous les jours, au bout d'un moment, ça va provoquer une intoxication. Les métaux contaminés, tels que j'en parlais. Les substances irritantes du tabac qui peuvent à chaque fois entraîner des petites irritations et à un moment au niveau des voies respiratoires et à un moment ça se cumule et ça devient de plus en plus embêtant. Conséquence de l'action des xénobiotiques. Soit la toxicité est directe, là je ne peux pas souligner. Toxicité directe, ici, pas de transformation, donc ça reste à l'état brut. Ça va directement attaquer des molécules présentes dans nos cellules. Soit le foie va essayer de modifier cette molécule. Et donc la toxicité, elle est indirecte. On est d'abord passé par le foie qui essaye de transformer cela. Puis, euh, différents
Tissus-ci peuvent être touchés, différentes cellules et tissus peuvent mourir, on parlera de la nécrose, destruction. Ça peut être une inflammation d'organes ou due au système immunitaire qui entraîne des allergies ou inflammation d'organes comme les hépatites et les néphrites. Ou alors ça peut provoquer des mutations du matériel génétique. Ce sera plus simple de comprendre ça lorsque l'on étudiera toute la génétique et avec la conséquence des mutations de l'ADN. Et ça peut entraîner des cancers ou des malformations. C'est-à-dire ça peut modifier des gènes qui régulent la vitesse de division des cellules ou des gènes qui sont importants dans le développement embryonnaire. Ce que vous devez bien comprendre, c'est le devenir d'un xénobiotique. C'est ça qu'on va vous demander. Quelles sont les différentes étapes à partir du moment où le xénobiotique pénètre dans l'organisme jusqu'à son élimination. Et on va prendre l'exemple de ce que l'on a vu en TD avec différentes molécules. Première partie, l'absorption. Donc, c'est la pénétration dans l'organisme que l'on voit ici, l'absorption, ici, à droite, sur le schéma. Soit l'absorption, elle a lieu par voie aérienne, quelque chose que l'on inhale, quelque chose que l'on respire, c'est quelque chose que l'on avale dans le tube digestif, que l'on mange, que l'on boit. Ça peut être à travers la peau, également. Quelqu'un qui a les mains dans des liquides contaminés par des substances toxiques en permanence, ou en tout cas très souvent. Donc c'est comme ça que le xénobiotique pénètre dans l'organisme par différentes voies. Puis, il y a un moment, ça passe dans le sang et ça va être distribué à tout l'organisme. Quand ça passe dans le sang, forcément, c'est l'appareil circulatoire qui va être sollicité et la molécule passe dans le sang, on va voir des exemples tout à l'heure, et est distribuée dans tout l'organisme. Puis, cette molécule peut être métabolisée, donc transformée ou non par le foie. C'est la biotransformation du xénobiotique. C'est l'ensemble des réactions, donc réactions chimiques, qui donnent lieu à des modifications de la structure chimique d'un xénobiotique. Il y a plusieurs organes qui le font. Le foie, c'est le principal centre antipoison de l'organisme. Quand il voit une substance très toxique, il va essayer de la modifier pour que l'organisme puisse ne pas subir trop de dommages. Généralement, le métabolisme transforme le xénobiotique en composé liposoluble qui peut se dissoudre. Non, excusez-moi. Un xénobiotique qui est liposoluble en hydrosoluble. C'est-à-dire, le xénobiotique, souvent, il peut traverser les membranes plasmiques. Je l'ai développé en cours. Les membranes plasmiques sont lipidiques, de nature lipidique, donc le produit toxique peut les traverser. La transformation va le rendre pas liposoluble, mais hydrosoluble. Et si c'est hydrosoluble, ça ne peut pas traverser les membranes plasmiques. Donc ça va permettre au xénobiotique de ne pas pénétrer dans les cellules. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est que la transformation du xénobiotique par le foie doit empêcher le xénobiotique de pénétrer dans les cellules. Et donc ça permettra de, si ça se dissout dans l'eau, parce que c'est hydrosoluble, eh ben on peut l'éliminer dans les urines. Donc, il peut y avoir des transformations qui font que les composés sont encore plus toxiques. Et on n'arrive pas tout le temps à éliminer ces composés. Hein. S'il n'y a pas d'élimination, il peut y avoir du stockage dans le tissu adipeux, dans le tissu osseux, dans la thyroïde. Et les composés toxiques vont se stocker là. Sinon, on élimine par souvent les voies urinaires, mais ça peut être le CO2 que l'on élimine par l'air, ou ça se mélange à la bile du foie. Élimination-excrétion, c'est ce que je disais, c'est le rejet à l'extérieur de l'organisme du xénobiotique. Souvent, les reins éliminent par voie urinaire, ça peut être les poumons par l'air expiré. L'élimination peut être directe sans transformation ou indirecte après transformation. Ou alors, le xénobiotique, il ne va pas être éliminé de l'organisme, il va s'accumuler dans un tissu. Et très souvent, c'est le tissu adipeux. Ça peut être osseux, ça peut être la thyroïde, qui est une glande au-dessus du cœur. À force d'éliminer un xénobiotique, les reins souffrent. Donc à un moment, ça peut entraîner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. C'est-à-dire que les reins n'arrivent plus à très bien fonctionner.
Et c'est très 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 problématique. Ou ça peut également entraîner une hépatite, c'est-à-dire que le foie, à force d'éliminer, ben, il arrive à bout de souffle. Ça, c'est le cas des alcooliques chroniques, par exemple. Où le foie, à force d'éliminer de l'alcool, et ben, en tout cas de transformer l'alcool, et bien, il se fatigue lui-même. Voilà, on a fait alors un petit schéma ici. Les xénobiotiques vont être absorbés puis distribués par l'appareil circulatoire, métabolisés et soit être éliminés ici, soit concentrés dans le tissu cible et introduire un effet qu'on appelle de la toxicodynamie. Est-ce que c'est un effet rapide, lent, sur le long terme, sur le court terme, aigu, chronique? Autre petit schéma que j'ai trouvé, l'exposition aux antibiotiques va entraîner aux antibiotiques. Un antibiotique est un exemple de xénobiotique, mais l'exposition des xénobiotiques peut entraîner son absorption, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans le milieu intérieur de l'organisme, soit par la voie cutanée, par la voie respiratoire, par la voie digestive. Ce xénobiotique est distribué par le système cardiovasculaire, va être transformé, peut s'accumuler, et quand on peut, on va l'éliminer, soit par de l'air expiré, soit par l'urine la plupart du temps, soit par les matières fécales qu'on appelle les fesses. Ça nous amène à l'exercice voilà, qui faisait appel à des trajets de molécules. Le curare, c'est un poison utilisé par des tribus de forêt amazonienne. C'est une molécule qui va entraîner une paralysie des muscles. On ne va pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le trajet lors d'une piqûre intraveineuse au niveau du bras jusqu'au muscle respiratoire. Alors, le curare, si c'est une veine du bras, cette veine, à un moment, elle va arriver, le bras est au-dessus du cœur. Donc, c'est dans une veine du bras. Donc, on arrive dans la veine cave supérieure, puis on est ici dans l'oreillette droite, puis ventricule droit. Puis on part par l'artère aorte, puis on arrive au poumon. Attention, là, on est dans une zone d'échange de gaz. Donc, il ne s'arrête pas là, le curare. Il revient au cœur, il prend la veine pulmonaire, il revient au cœur. Veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte. Et là, l'artère aorte, il y a une artère bronchique et il va aller vers les muscles qui entourent les poumons. Voilà le trajet. Alors, il fallait suivre en direct, parce que là, on n'arrive pas à le voir. Voilà le trajet du curare, d'une injection dans une veine jusqu'au muscle respiratoire. Regardez bien, je vais effacer maintenant, hop, pour passer à la suite. Maintenant, non, pas l'éthanol, la nicotine, trajet de la fumée de cigarette dans l'arbre respiratoire. Là, dans l'arbre respiratoire, bah, cavité buccale, pharynx, puis larynx, puis la trachée, puis les bronches, puis les bronchioles, puis les alvéoles. Voilà. Et arrivé aux alvéoles, la nicotine, elle va, là on est dans les alvéoles, ici la nicotine va passer dans le sang. Mais ça s'arrête ici pour l'arbre respiratoire. Donc je rappelle, cavité buccale, pharynx, larynx, trachée, bronche, bronchiole et alvéole. Et j'arrive ici. Deuxième partie de la question, le trajet de la nicotine des poumons au cerveau. Donc là, la nicotine, elle est passée ici dans le sang. Les capillaires ici au niveau des alvéoles vont tous se réunir en veinule pulmonaire puis en veine pulmonaire. Donc on va reprendre ça. Ah ben c'est pas parti. Ok, donc je refais. Donc je suis au niveau des capillaires pulmonaires ici. Donc ma nicotine, je pars de là. Veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche. Je dois aller où? Cerveau. Artère aorte. Et pour aller au cerveau encéphale, je prends l'artère carotide. Je remonte ici. Et j'arrive au cerveau. Voilà le trajet de la nicotine des poumons. Une fois que c'est passé dans le sang. Donc avant, il y avait toutes les voies respiratoires, alvéoles, et alvéoles, je passe dans le sang. Donc appareil circulatoire, et mon appareil circulatoire va délivrer la nicotine au cerveau. Comme ça. J'efface. Évidemment, ça va revenir. Non.
troisième chose, l'antibiotique. L'amoxicilline permet de combattre une pneumonie bactérienne. C'est une infection des tissus pulmonaires, donc des alvéoles pulmonaires, des muscles au niveau des poumons, mais surtout des alvéoles pulmonaires. Le plus souvent, le germe responsable est un pneumocoque. Quel est le trajet de l'antibiotique depuis son ingestion? Batterie faible. Depuis son injection. Attendez, je regarde si ma batterie fonctionne. Oh ben. Attendez 2 secondes. C'est direct. Voilà. Ingestion de l'amoxicilline et jusqu'à son lieu d'action, jusqu'au tissu pulmonaire. Ingestion, faut d'abord excusez-moi. Il faut d'abord utiliser l'appareil digestif. L'amoxicilline rentre dans la cavité buccale, œsophage, estomac, duodénum, intestin grêle, et là, on va passer dans le sang. Tout ce qui passe dans le sang, c'est l'intestin grêle. Tout ce que vous ingérez ici, hop, œsophage, estomac, duodénum, intestin grêle. Et là, ça passe, souvenez-vous du cours de première, absorption digestive, et ça va passer dans le sang. Dans le sang, passage de l'amoxicilline au niveau de l'intestin grêle. Donc je suis ici, dans l'intestin grêle, passage dans le sang. Donc c'est bon. Donc ici, passage dans le sang de l'antibiotique. Puis je vais au foie. Puis je quitte le foie. Donc veine suisse hépatique, veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire. Alors si c'est les alvéoles qui sont touchées, bah là on va être au contact des alvéoles. On pourrait s'arrêter là. Et si c'est tout l'ensemble des poumons avec le tissu pulmonaire, on va plutôt prendre veine pulmonaire, on revient au cœur, oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte et artère bronchique. Et là, l'antibiotique va pouvoir atteindre tous les tissus des poumons. Voilà le trajet de l'amoxicilline, cet antibiotique, qui va permettre de détruire la bactérie qui se multiplie au niveau pulmonaire. C'est bon pour vous, j'efface. Oh non, ça marche pas. Voilà. Dernière question. Trajet de l'éthanol depuis son ingestion jusqu'au cerveau. Et après, quels sont les organes, et trajet jusqu'aux organes qui vont permettre son élimination. L'éthanol rentre la plupart du temps dans... alors l'intestin grêle passe dans le sang, mais avant, souvent c'est au niveau de l'estomac que l'éthanol va rejoindre le sang. Ça c'est pas bien grave si vous... Donc c'est quand même à ce niveau. Donc soit à ce niveau ici, mais plutôt on a des vaisseaux qui de l'estomac permettent, enfin qui entourent l'estomac, l'alcool va passer à travers la paroi gastrique et rejoindre les vaisseaux de l'estomac. Mais on va arriver de toute façon, également par l'intestin grêle, il y en aura, on va arriver ici, veine cave inférieure. Et si c'est l'estomac qui n'est pas présent sur le schéma, on arrivera à la veine cave inférieure par une veine qui part de l'estomac. Oreillette droite, ventricule droit, on doit aller au cerveau. Oui. Artère pulmonaire, là c'est une zone d'échange, donc ça continue dans le compartiment sanguin, veine pulmonaire. Oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte, et je vais au cerveau, donc artère carotide. Et là, lieu d'action de l'éthanol sur les cellules cérébrales. Puis, pour l'éliminer, alors, soit du cerveau, on va revenir au cœur ici. Alors, peut-être que je peux faire une deuxième couleur. Pour éliminer, on aura toujours le même trajet. De toute façon, tous les organes seront imprégnés. Et pour éliminer, on va éliminer ça. Donc, ah oui, bon, ça marche pas.
excusez-moi, je faisais un test. On a fait ça. Hop, 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 hop. Pour l'éliminer, donc il y a une partie qui va au cerveau. Et on va repartir par là pour l'élimination, soit par le foie, et l'élimination également par les reins. Donc c'est surtout le foie qui va essayer de transformer tout ça, et par les reins pour éliminer dans l'urine. Voilà les organes qui vont permettre d'éliminer, de transformer, d'éliminer ce xénobiotique, parce que l'éthanol n'est pas un composé naturel, hein, on ne fabrique pas d'éthanol. Euh, donc c'est un composé et qui est toxique, hein, pour notre organisme. Et je pense que l'on a traité voilà, toutes les questions. J'avais mis donc sur Pertwee, je reprends, je ne l'ai pas sorti là. Sur Pertwee, c'est pas bien grave. Vous avez ce corrigé. On peut mettre ça. Vous avez ce corrigé donc sur Pertwee, mais là ça vous permet de revoir ce schéma est intéressant parce qu'il permet vraiment de revoir les différents trajets empruntés par les molécules. Voilà, c'est bon pour cette vidéo. Bonne fin de journée.